Merci beaucoup, Cyril. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui des travaux de recherche que je fais en collaboration avec le laboratoire Domus à l'Université de Sherbrooke. C'est une grande équipe pour cette présentation-ci. On a parlé là, de Hélène Pigault, Sylvain Giroux et mon étudiant de doctorat en sciences informatiques, Armelle, avec qui je vais présenter aujourd'hui. Et aussi Mireille Gagnon-Roy, qui est étudiante en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Donc, le travail que je vais vous présenter, c'est un travail intersectoriel. Donc, ça fait plusieurs années où je collabore comme chercheur en ergothérapie avec des chercheurs en sciences informatiques, où on essaie ensemble de développer des nouvelles technologies pour répondre aux besoins des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs qui ont un impact sur leurs activités de la vie quotidienne. Ça a été un long parcours. On va vous présenter seulement qu'une petite partie de ce travail-là aujourd'hui. Dans le fond, ce sur quoi on s'est surtout attardé, c'est les risques graves pour la sécurité à la maison, causés par les diminutions de la capacité d'une personne qui a des troubles cognitifs à reconnaître des situations dangereuses et à proposer des solutions appropriées. Ces personnes-là ont souvent besoin d'assistance verbale en continu. Et le fardeau est lourd pour les proches et qui fait que c'est des personnes qui sont à risque d'institutionnalisation. Pour pouvoir leur offrir des bonnes interventions, on doit se baser là, sur les interventions fondées sur les données probantes pour vraiment là, leur offrir quelque chose qui est efficace. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de ce travail-ci. Là où on s'est surtout tourné, et c'est tout le potentiel des technologies d'assistance à la cognition, qui est encore assez nouveau, mais c'est vraiment une partie de la littérature vraiment en pleine effervescence, où on est en train de développer toutes sortes de technologies pour soutenir les personnes ayant des déficits cognitifs dans leur quotidien. Donc, qu'est-ce qu'une orthèse cognitive? Donc, nous, comme je vous ai dit, là, on s'est vraiment intéressé à la préparation de repas, donc une activité complexe. Une orthèse cognitive, c'est des appareils ou des logiciels qui aident les personnes à pallier leur déficit cognitif. Donc, c'est une personne qui va être dans un habitat intelligent, qui va interagir avec un système informatique qui va être installé chez elle avec des serveurs à distance et qui va interagir avec l'habitat intelligent via différentes plateformes. Ça peut être un iPad ou un ordinateur. L'orthèse cognitive, ce qu'elle va faire, c'est qu'il y a un volet de supervision. Donc, l'orthèse cognitive observe ce qui se passe dans la maison. Lorsqu'il y a une situation qui est détectée, qui est problématique et que la personne ne réussit pas à résoudre son problème, on va passer à un mode d'assistance et on doit ensuite communiquer l'assistance à la personne pour lui permettre de pouvoir faire son activité de façon sécuritaire. Et on va regarder aussi d'essayer de faire de la prévention pour les risques de sécurité. Donc, c'est sur ça là, que on a concentré notre travail. Donc, tantôt, mon étudiante Mireille vous a présenté l'assistant culinaire Cook. Le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui va s'articuler dans cette technologie Cook. Donc, on va vous présenter un peu un arrière-plan de cette technologie qui a trois systèmes. Donc, il y a un système de sécurité, il y a un système d'assistance cognitive et un système de configuration. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui au niveau de l'assistance verbale va éventuellement être utilisé et touché à l'ensemble des trois systèmes. Juste pour dire que ça fait quelques années qu'on travaille sur cette technologie. On a maintenant on a démontré son utilisabilité. On a rencontré des cliniciens pour voir les facilitateurs et obstacles à son utilisation. On a aussi rencontré des personnes qui avaient un traumatisme crânien et des proches pour qu'ils nous disent justement quels sont les facilitateurs et obstacles à l'utilisation clinique de cette technologie. Maintenant, le cœur de cette présentation est, c'est vraiment tout ce qui est Zoom cache tous mes mots. OK. L'assistance verbale, je ne vois pas rien. L'assistance verbale. Donc, ce qu'on cherche, c'est des équivalents cognitifs des équipements que je vous présente dans cette diapo. Donc, si quelqu'un a un trouble physique,
selon ses besoins, on va lui offrir une canne, on va lui offrir une marchette, on peut lui offrir un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant motorisé. Ici, ce qu'on cherche, nous, au niveau cognitif, ça serait de trouver des équivalents qui, à notre connaissance, n'existent pas réellement. Donc, on aimerait, pour quelqu'un qui a encore pas mal de capacités cognitives, pouvoir lui offrir seulement qu'une canne et non pas le mettre dans un fauteuil roulant électrique ou l'équivalent de ça au niveau cognitif. Donc, c'est vraiment sur ça que porte le cœur du travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, le travail qu'on a fait en clinique, qui va être repris au niveau technologie, donc, c'était d'essayer, en se basant sur vraiment beaucoup d'interactions des cliniciens et des patients, d'essayer de développer une entonnoir qui vise à chercher justement qu'est-ce qu'une canne, qu'est-ce qu'un fauteuil roulant, qu'est-ce qu'un fauteuil roulant électrique. Donc, on a identifié un premier niveau avant, quand quelqu'un rencontre un problème, on va juste lui soulever un doute. Êtes-vous certain de votre décision? Ensuite, on peut progresser, si ça ne fonctionne pas, vers une piste de solution. Par exemple, où allez-vous habituellement quand vous n'avez pas tout à la maison? Ensuite, et seulement après avoir essayé ces éléments moins directifs, est-ce qu'on donnerait des éléments de réponse à la personne, comme vous pourriez trouver le numéro de téléphone en cherchant dans le bottin? Un exemple de cette gradation-là dans une situation plus liée à la préparation de repas, c'est qu'un signal d'alerte pourrait être que la personne vient pour utiliser un chaudron dans le four à micro-ondes. On fait une première intervention. Que pensez-vous de ça? Monsieur poursuit dans son erreur. Êtes-vous certain que c'est une bonne idée? Ensuite, monsieur commence à programmer le four à micro-ondes et là, on doit vraiment être beaucoup plus explicite en lui disant un chaudron ne va pas dans le four à micro-ondes. Ce qui est important, c'est de laisser suffisamment de temps à la personne entre chaque intervention qu'on lui donne pour que la personne qui a souvent un ralentissement cognitif ait le temps de réfléchir, de se corriger pour apporter les correctifs nécessaires. Je passe la parole à Armelle. Merci, Carolina. Donc là, nous nous trouvons vraiment dans le domaine des technologies d'assistance où nous voulons automatiser cette assistance verbale-là dans un environnement d'intelligence ambiante. Alors, ce qui existe dans les systèmes aujourd'hui, c'est que on peut décomposer une grande tâche en plusieurs sous-tâches et puis à chaque fois, le système envoie un message d'assistance. Donc, on peut arriver dans des situations où on aide lorsque ce n'est pas nécessaire. Alors, notre défi ici, c'est de personnaliser l'assistance aux besoins réels de la personne qui a des troubles cognitifs et adapter cette assistance-là au contexte d'exécution de la tâche qu'il est en train de mener. Alors, d'où l'objectif de notre travail en termes de technologie d'assistance, c'est de construire une interaction automatisée qui s'adapte à la personne pour lui offrir de l'assistance cognitive dans une maison connectée. Une maison connectée, de façon un peu imagée ici, c'est un environnement dans lequel on a un ensemble de capteurs qui collectent l'information sur ce qui se passe, sur le résident, l'activité qui est en cours. Et à partir de cette information-là, nous serons alors capables de détecter les signaux d'alerte qui ont été présentés précédemment, c'est-à-dire le moment propice pour intervenir et être capable alors d'aller chercher dans l'environnement ce qu'on appelle des effecteurs dans une maison connectée qui vont nous permettre de délivrer le message qui peut être de plusieurs formes. Ça peut être une ampoule qu'on allume. J'ai numéroté quelques effecteurs là. En 3, on a par exemple une ampoule qu'on peut faire clignoter juste pour attirer de l'attention. On peut avoir un chemin lumineux, là c'est en 1, pour aider la personne de partir d'un point A à un point B s'il éprouve de la difficulté. On a un haut-parleur en 2 qui peut permettre d'envoyer des signaux vocaux. Et même, tout à l'heure, on parlait de la cuisinière. Dans la cuisine, une tablette qui est connectée à la cuisinière. Tout à l'heure, on parlait de Cook, qui va permettre d'afficher aussi des messages, de jouer des vidéos d'aide. Voilà. Et non seulement, on va être capable d'envoyer les messages, mais aussi pour créer l'interaction, parce que nous sommes vraiment dans l'assistance verbale. L'interaction, il faut évaluer les réactions du résident par rapport à un message qu'on a envoyé pour ensuite décider quoi faire. Est-ce qu'on envoie un message en changeant le grade ou alors on arrête l'assistance si le précédent message a marché? Alors, ce grand objectif-là, on le découpe en 2 sous-objectifs parce que le but, c'est vraiment de nous appuyer sur la pratique clinique.
Et pour qu'un système intelligent s'appuie sur la pratique clinique, il faut qu'il dispose de la connaissance clinique. Et notre premier sous-objectif, c'était donc de formaliser la connaissance clinique, donc tout ce qui est signal d'alerte, gradation, qui a été présenté tout à l'heure, de telle sorte qu'un système intelligent puisse être capable de le comprendre. Donc, on est arrivé à un modèle formel. Et puis, deuxièmement, une fois que les connaissances cliniques sont représentées dans le système, il faut maintenant être capable de raisonner là-dessus, c'est-à-dire identifier le moment où on va offrir l'assistance et savoir exactement quel message avec quel grade envoyer. Alors, nous avons adopté une approche multidisciplinaire, on en parlait déjà, santé et informatique. Nous nous appuyons sur 4 piliers donc pour essayer d'atteindre nos objectifs. En santé, nous nous intéressons à la réadaptation cognitive qui aura pour rôle de nous fournir les bases théoriques et les données probantes, bien entendu. Qu'est-ce qui marche dans la pratique? C'est ça que nous souhaitons implémenter dans le système intelligent. Et vu qu'il s'agit d'une interaction que nous souhaitons modéliser, nous sommes allés puiser dans la théorie des actes de langage, en fait, qui est une théorie que les informaticiens ont empruntée de la linguistique et qui permet d'émettre des énoncés. Ils peuvent être verbaux, ça peut être des signaux, qui ont pour but de déclencher une action chez une personne. Donc, c'est vraiment l'outil, c'est un outil adapté pour pouvoir déclencher, pour pouvoir pousser quelqu'un à accomplir des actions. Nous sommes aussi intéressés à l'ingénierie des connaissances parce que, bien entendu, quand nous travaillons avec les cliniciens, il faut que nous soyons capables de comprendre et de modéliser les connaissances dans des langages formels. Et je vous parlais tantôt d'être capable d'aller sélectionner le bon message en fonction de la situation et du besoin. Nous avons fait appel à la théorie des arbres de décision. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat? Premièrement, nous avons pu, grâce aux actes de langage, modéliser une théorie des actes d'assistance. Donc, un acte d'assistance, pour nous, ce sera un message qu'on envoie dans le but d'aider la personne à pallier à une de ses difficultés. Et lorsqu'on envoie un message, ça dépend du but que l'on veut atteindre. Ça peut être juste pour donner l'information au client, pour l'amener à réaliser une action. Et si jamais ça ne suffit pas, faire intervenir le système. Nous avons donc, dans cette théorie-là, défini différents grades pour rejoindre la théorie de la gradation qui a été exposée par Carolina tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ce modèle d'acte d'assistance, il fallait donner cette connaissance-là à la machine pour qu'elle soit capable de l'utiliser. Pour formaliser cela dans le système, nous avons utilisé les ontologies. Une ontologie, c'est tout simplement un réseau de connaissances. C'est un ensemble de connaissances qu'on va représenter et on va établir des liens entre ces connaissances-là pour que la machine soit capable de raisonner là-dessus. Donc, notre ontologie de l'assistance cognitive représente les connaissances qui nous permettent d'identifier les situations par rapport au profil de l'utilisateur et le contexte de la tâche. Ensuite, les connaissances qui sont également formalisées concernent nos actes d'assistance, la gradation dont j'ai parlé tout à l'heure, et comment est-ce qu'on fait pour évaluer la réaction du résident de la maison connectée. Une fois que cette représentation a été faite dans une ontologie, il était question maintenant de modéliser le raisonnement clinique. La pyramide de gradation, nous avons essayé de traduire cela dans un système intelligent en utilisant les arbres de décision. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce que vous voyez est un arbre de décision simple pour faire comprendre que nous sommes partis de la théorie de la gradation pour essayer de trouver un modèle informatique qui permettait de le faire. Quand l'action, par exemple, envoie du message pour amener la personne à, on va dire quoi, à douter d'une action qu'il a faite sans lui donner la solution tout à fait explicite d'une erreur qu'il aurait commise, se traduit en un autre arbre de décision un peu plus grand qu'on n'a pas présenté ici. Qu'est-ce que tout cela nous permet de faire? C'est d'être capable de générer des séquences de messages gradés qu'on va envoyer à la personne dans son environnement en utilisant les effecteurs. Ici, on illustre rapidement une situation où le résident écoute sa télé au salon. Il a laissé une serviette
au-dessus de la cuisinière, c'est une situation de danger parce que la serviette peut prendre feu. Alors, le but de l'assistant, c'est de l'encourager à aller enlever la serviette sans lui dire explicitement d'aller le faire parce que nous voulons qu'il puise dans ses ressources afin de comprendre qu'il y a un problème et qu'il sache comment le résoudre. Donc, on va, avec une suite de messages gradés, premier message, deuxième et troisième message, on voit une certaine gradation là-dedans. On envoie et en fonction de la réaction, on va choisir le prochain message ou bien arrêter l'assistance. Voilà. Donc, le travail d'Armelle, c'est vraiment, en fait, que les ontologies se passent derrière ce que nous, on va voir comme cliniciens. Donc, c'est vraiment un travail, si on peut dire, qui est un peu caché. Et ce que mes collègues en informatique me disent, s'ils ont bien fait leur travail, nous, on devrait juste trouver que ça a l'air bien simple ce qu'ils ont fait. Donc, ici, c'est un exemple d'un écran. C'est un premier écran. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Là. On ne peut pas peser sur les boutons puis tout fonctionne. C'est un premier niveau. Donc, ici, le travail qui a été fait, c'est de commencer à développer un écran pour que les cliniciens puissent avoir accès à la logique de l'ontologie d'Armelle et de notre travail clinique via un écran qui va faire partie du système de configuration de Cook. Donc, quand on va avoir évalué l'indépendance de quelqu'un à préparer un repas, suite à notre évaluation, on va pouvoir demander au système de lui offrir soit une assistance de niveau léger, modéré, ou une assistance plus forte selon là, les difficultés cognitives qu'on aura observées. Ensuite, dans le système de configuration, on a beaucoup d'informations que là, c'est vraiment juste une première ébauche. On ne l'a pas encore beaucoup travaillé. C'est le groupe de design qui nous a proposé cet écran. Donc, essentiellement, si ici, on serait dans le système de sécurité. Donc, il y a un message d'avertissement qui est donné. Donc, la personne, elle s'éloigne de son four et le système veut lui dire d'éteindre le rond. Alors, ici, le clinicien va avoir des options de messages qu'on pourrait demander au système. On ne sait pas encore si c'est le système qui va les proposer ou si c'est le clinicien. On ne sait pas encore tous les détails. C'est vraiment juste une première ébauche. Mais l'idée, c'est de construire sur le travail d'Armelle pour entrer dans le système de configuration les messages et comment ils seraient donnés à la personne, toujours dans l'idée d'assurer la sécurité et de maximiser l'autonomie de la personne. Ce qu'on veut éviter, c'est que le système prenne contrôle de la situation, parce que ce n'est pas ce qu'on veut pour nos patients, ce n'est pas ça l'objectif de la réadaptation. On cherche toujours à les rendre plus indépendants. Donc, le système a été développé dans cette idée de faciliter l'indépendance. Donc, selon les avertissements, on peut choisir aussi le temps qui va être laissé à la personne pour réagir à l'indice qu'on lui donnera pour essayer de l'amener vers la résolution du problème, ici, qui était un problème de sécurité. Et l'autre chose que les cliniciens nous ont dit, qui a été intégré par l'équipe informatique, c'est que les cliniciens, ça les aiderait de voir, ça va avoir l'air de quoi ce que je choisis dans mes paramètres, qu'est-ce qui va vraiment se passer. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va développer une vidéo qui va pouvoir permettre aux cliniciens de voir selon ce qui aura rentré, qu'est-ce que le patient va voir, qu'est-ce que ça va donner là, dans les faits. Donc, ça, c'est ce que nous, on va voir comme cliniciens et le travail d'Armelle est derrière tout ça. Donc, dans les perspectives de recherche, les prochaines étapes, ça va vraiment être... c'est tous des nouveaux mots. Là, quand on travaille en technologie, j'ai un autre vocabulaire à apprendre là, pour travailler avec des gens en informatique parce que ce n'est pas les mêmes. Donc, ici, il parle d'implémentation, donc de l'ontologie dans la technologie. Donc, pour que ça fonctionne, pour que quand nous, on va peser sur l'écran, ça va faire ce que ça devrait faire. Donc, essentiellement, c'est ça l'implémentation.
Et ensuite, avec toutes les étapes du développement de Cook, on a toujours utilisé une approche de conception centrée utilisateur. On a fait des ateliers de co-design. Donc, c'est ce qu'on va continuer à faire. Donc, on a le plan là, une fois qu'on va avoir là, une version un peu plus avancée, de la présenter aux cliniciens qui travaillent avec cette clientèle-là, d'aller chercher leurs idées, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qui rendrait leur vie plus facile, comment est-ce qu'on devrait continuer notre développement informatique. Donc, c'est une étape qu'on fait toujours des allers-retours. Donc, continuellement, on rencontre des cliniciens, des patients et on retourne les conseils à l'équipe de techno qui poursuit le développement de la technologie. Alors, voilà pour notre présentation. Merci pour votre attention. Puis, je veux juste un peu souligner, donc, ce travail-là, il y a plus de financement que ça, mais j'ai voulu nommer ceux qui étaient le plus collés directement au projet. Donc, il y a Ontario Neurotrauma Foundation, il y a le rapport et le Fonds de recherche du Québec Santé. Donc, merci beaucoup pour votre attention.